Maman a crié, ton gamin a pris les 10 000 € qui manquaient dans le coffre-fort. Ma sœur a répliqué sèchement, nous l'avons vu près de celui-ci. Mon fils avait l'air terrifié. J'ai dit, rien. Je viens de poser la clé USB avec les enregistrements de sécurité sur la table. 5 minutes plus tard, le visage de son mari est devenu blême. La première fois, ce n'était que 100 €. Ma mère pensait les avoir égarés. Ils étaient dans son portefeuille ce matin-là, et au moment où nous débarrassions les assiettes après le dîner du dimanche, ils avaient disparu. Elle l'a mentionné d'un ton léger, comme si ce n'était pas grave, mais la façon dont ses yeux parcouraient la pièce disait le contraire. Personne n'a rien dit. Nous avons tous simplement hoché la tête, changé de sujet et sommes passés à autre chose. La deuxième fois, 300 € ont disparu du tiroir du bureau de papa. Celle-là était plus difficile à ignorer. Il fermait toujours ce tiroir à clé, et seule la famille avait accès à la maison. Toujours pas d'accusation, juste un silence inconfortable qui flottait dans l'air la fois suivante où nous nous sommes tous assis pour dîner. La troisième fois, c'est là que les choses sont devenues bizarres. 500 € envolés du sac à main de ma sœur Chloé. Elle a dit qu'ils avaient disparu pendant qu'elle était à l'étage pour changer le bébé. Elle ne l'a pas dit franchement, mais ses yeux se sont tournés vers moi et mon fils, Léo. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose avait changé. Léo a 11 ans, intelligent, calme, il adore dessiner et les jeux vidéo. Nous passons beaucoup de temps chez mes parents. Après mon divorce, ils ont commencé à m'aider pour les courses, les frais de scolarité et parfois le loyer. Cela n'a jamais été dit à voix haute, mais je savais que Chloé m'en voulait pour ça. Son mari, Julien, m'en voulait encore plus. Après ce troisième incident, mon père a acheté un coffre-fort, un de ces modèles lourds et ignifuges que l'on fixe au mur. Clavier numérique. Il l'a installé derrière une étagère dans son bureau. Il m'a dit qu'il n'avait donné le code qu'à maman, Chloé et Julien. Pas à moi, pas à Léo. Cela ne me dérangeait pas. Je voulais juste que les histoires s'arrêtent, mais ça n'a pas été le cas. L'argent continuait de disparaître. D'abord, de petites sommes, puis de plus grosses. 2 000 €. Et puis la semaine dernière, 10 000 € disparus d'un seul coup. Que des billets de 100, impeccables. Aucun signe d'effraction, rien ne manquait dans la maison à part l'argent. Ce soir-là, personne n'a touché à son assiette. On pouvait entendre les fourchettes teintées, les boissons être sirotées juste pour combler le silence. Papa n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Maman levait à peine les yeux. Léo se contentait de picorer sa purée de pommes de terre. Chloé et Julien étaient silencieux comme des morts, ne faisant même plus semblant. Et puis hier, tout a explosé. Nous étions assis dans le salon. Le bébé faisait la sieste à l'étage. La télévision diffusait une émission de cuisine quelconque en arrière-plan. J'aidais maman à trier le courrier. Papa était allé dans son bureau pour vérifier à nouveau quelque chose dans le coffre-fort. Et c'est là que maman s'est tournée vers moi et l'a dit. Ton gamin a pris les 10 000 € qui manquaient dans le coffre-fort. Juste comme ça. Sans avertissement, sans préambule. Elle l'a dit comme si c'était un fait. Tout s'est arrêté. Léo venait de rentrer du jardin. Il s'est figé comme si quelqu'un avait coupé l'oxygène dans la pièce. Puis Chloé a sauté sur l'occasion. Nous l'avons vu près du bureau 2 fois. Il te regardait ouvrir le coffre-fort, maman. Ne fais pas semblant d'être surprise. Personne n'a bougé. Julien gardait les yeux rivés sur la télévision comme s'il n'entendait rien de tout cela. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas défendu. Je n'ai pas dit un mot. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une petite clé USB argentée. Je l'ai posée en plein milieu de la table basse. Je leur ai dit que c'était les enregistrements du mois passé, une caméra à détecteur de mouvement installée au plafond du bureau de papa, cachée à l'intérieur d'un faux détecteur de fumée. Avec la permission de papa, c'est lui qui l'avait suggéré. En fait, après le deuxième gros vol, il ne savait plus à qui faire confiance. Chaque fois que la porte du bureau s'ouvrait, elle enregistrait. Chaque fois que quelqu'un touchait le coffre-fort, elle enregistrait. Chaque nuit, les fichiers m'étaient envoyés par courriel. Papa a pris la clé et a disparu dans le petit salon sans dire un mot. Je l'ai suivi. Chloé s'est levée, a hésité, puis s'est rassise. Julien n'a pas bougé. Léo avait l'air terrifié. Je lui ai dit d'attendre. Papa a branché la clé dans l'ordinateur.
Le fichier portait la date exacte de la disparition des 10 000 euros. 5 minutes après le début de la vidéo, c'était évident. La caméra l'a surpris entrant dans le bureau à 2h14 du matin, composant le code du coffre-fort, prenant les liasses de billets de 100 et les fourrant dans un sac de sport noir. Calme et propre, comme s'il l'avait déjà fait. J'ai entendu le plancher grincer derrière moi et je me suis retourné. Julien se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle comme un linge. Il n'a pas dit un mot, s'est juste retourné et est sorti par la porte d'entrée. Julien n'est pas rentré cette nuit-là. Après la diffusion de la vidéo, il est simplement sorti. Sans veste, sans explication, sans excuse. La porte s'est refermée derrière lui, et le son a résonné dans la maison comme un coup de feu. Chloé est restée là, figée, tenant son téléphone comme s'il pouvait lui dire quoi faire. Maman a marmonné quelque chose à propos du bébé à l'étage et a disparu. Papa est resté collé à l'écran, rejouant la vidéo avec incrédulité. Léo est devenu silencieux. Je l'ai bordé dans la chambre d'amis plus tard, et il s'est endormi en serrant son ours en peluche comme il le faisait quand il était petit et qu'il avait peur des orages. Quand je suis redescendu, la seule lumière venait de l'écran de l'ordinateur. Papa était assis là, fixant une image en pause, la main de Julien plongeant dans le coffre-fort, son visage parfaitement capturé dans le coin de l'image. Je pouvais voir le reflet de papa sur l'écran. Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Il m'a demandé depuis combien de temps la caméra était installée. Je lui ai répondu depuis août. Je l'avais installée un après-midi pendant que tout le monde était sorti. Maman avait emmené Léo au parc, Chloé était à son rendez-vous prénatal, et Julien était censé travailler tard. Papa avait été le seul au courant. Nous avions convenu qu'il nous fallait une preuve, d'une manière ou d'une autre. Papa a simplement hoché la tête. Il n'a rien dit d'autre. Le lendemain matin, la voiture de Julien était partie. Son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale. Chloé était assise à la table de la cuisine en robe de chambre, faisant défiler ses messages encore et encore. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle ne m'a pas regardé jusqu'à ce que je pose une tasse de café devant elle. Elle m'a demandé si j'étais fier de moi. Elle a dit que je n'avais pas à le piéger comme ça. Le piéger. C'est le mot qu'elle a utilisé. Je lui ai dit que je n'avais piégé personne, les enregistrements montraient simplement la vérité. Elle n'a pas répondu, mais je sentais qu'elle ne le croyait pas encore. Papa nous a appelés dans la salle à manger vers midi. Il avait l'air épuisé. La table était couverte d'impressions, des images de la vidéo, des horodatages, même une photo où le tatouage de Julien était visible alors qu'il attrapait l'enveloppe d'argent. Il les a disposées comme des preuves dans une salle d'audience. Maman ne voulait pas regarder les photos. Elle restait assise là, se frottant les tempes. Papa a dit qu'il n'allait pas appeler la police, pas encore, mais que c'était fini pour Julien. Plus d'aide, plus d'accès au coffre-fort, plus de comptes communs, rien. Il allait d'abord protéger la famille. Puis il s'est tourné vers Chloé et lui a dit qu'elle devait décider où se situait sa loyauté. Chloé n'a pas répondu. Elle a juste regardé Léo, puis moi, puis de nouveau les papiers. Cette nuit-là, Julien n'est toujours pas rentré. Le lendemain matin, la carte de débit de Chloé a été refusée alors qu'elle achetait des couches. Quand elle a vérifié le compte, tout avait disparu. Julien l'avait vidé, épargne, compte courant, tout. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. Elle s'est assise dans le couloir, tenant son téléphone, chuchotant son nom encore et encore comme si le répéter suffisamment le ferait revenir. Le soir même, elle est finalement venue dans ma chambre. Elle a demandé à voir tous les enregistrements, chaque fichier. Je n'ai pas discuté. J'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur portable et l'ai laissé regarder en silence. La pièce était si calme que le son de sa respiration semblait fort. À mi-parcours de la vidéo, elle a couvert sa bouche et a commencé à trembler. Ce n'était pas juste une nuit. Il l'avait fait 3 fois. Même sac, même routine. Elle n'avait pas voulu y croire, mais c'était là. Elle est partie sans rien dire. Plus tard, quand je suis allé voir comment elle allait, elle était allongée sur son lit, toujours habillée, le bébé endormi à côté d'elle. L'écran de son téléphone s'illuminait toutes les quelques minutes avec des messages de numéros inconnus, probablement des amis de jeu de Julien ou quiconque à qui il devait de l'argent. 2 jours plus tard, elle a demandé le divorce. Maman a pleuré en l'apprenant. Papa, non. Il a juste dit qu'il aurait dû faire confiance à son instinct plus tôt.
C'est là que j'ai appris autre chose. Julien avait emprunté de l'argent à papa un mois avant que tout cela ne commence. 10 000 euros. Il avait dit que c'était pour un investissement à court terme. Papa n'en a jamais revu un centime. Tout prenait sens maintenant. L'argent qui disparaissait n'était pas aléatoire. Julien volait pour couvrir ses dettes, essayant de compenser ce qu'il avait perdu au casino. Chloé ne m'a pas parlé pendant un certain temps après ça, mais quand elle l'a finalement fait, elle a prononcé les mots que j'attendais, « Tu avais raison ». Puis elle m'a parlé du dernier texto qu'il lui est jamais envoyé, « Dis à ta sœur qu'elle a gagné ». Il l'a bloqué juste après. Julien a disparu sans laisser de traces. Personne n'a prononcé le mot « fuite », mais c'est ce que c'était. Il a fui ses responsabilités, il a fui Chloé, il a fui le désordre qu'il avait créé. Je ne pense pas qu'il s'attendait à se faire prendre, et je ne pense certainement pas qu'il s'attendait à ce que ce soit moi qui le prenne. Après ce dernier texto, « Dis à ta sœur qu'elle a gagné », son numéro a cessé de fonctionner. Son compte Instagram est devenu inactif. Son nom a disparu des forums de poker en ligne que papa a trouvé en commençant à creuser. C'était comme s'il s'était effacé et était entré dans la clandestinité. Chloé a sombré pendant environ 3 jours. Elle pleurait par à-coups, comme si la réalité la frappait à nouveau toutes les heures. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne comprenait pas, qu'elle savait que les choses allaient mal mais pas à ce point. Qu'elle l'avait aimé. Qu'il avait tenu leur bébé la veille au soir comme si de rien n'était. Puis, tout aussi soudainement, les pleurs ont cessé. Elle est devenue froide, concentrée. Je l'ai vue changer en temps réel. Elle a réintégré son ancienne chambre. Elle a refusé toute offre d'aide. Elle a commencé à tout faire elle-même, les couches, les biberons, la lessive, la recherche d'emploi. Elle n'était plus en colère, pas ouvertement. Elle a simplement cessé de laisser quiconque s'approcher assez pour la réconforter. Maman a géré la situation en faisant comme si rien ne s'était passé. Elle refusait de parler des enregistrements, changeait de sujet dès que le nom de Julien était mentionné. Elle appelait cela une « mauvaise passe », comme s'il avait cassé une lampe au lieu de voler 10 000 euros et d'abandonner sa femme et son bébé. La seule personne qui semblait y faire face directement était papa. Un matin, je l'ai trouvé à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, des papiers étalés. Il était au téléphone avec son avocat, calme mais ferme. Il coupait Julien de tout, assurance, testament, procuration, fiducie familiale. Fini. Effacé. Quand il a raccroché, il m'a regardé et a dit, il s'est servi de nous tous. Je l'ai laissé faire. Je ne savais pas quoi dire. J'ai juste hoché la tête. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste notre nom de famille griffonné au centre de l'écriture de Julien. À l'intérieur, une note qui disait « J'ai essayé ». Vraiment. Pas d'explication, pas d'excuse, juste un reçu de motel de quelque part près de Nice. Il n'y avait pas de numéro de chambre, juste une date, 2 jours après son départ. Chloé l'a vu et n'a même pas bronché. Elle l'a tendu à papa et s'est éloignée comme si c'était une liste de courses. Je lui ai demandé plus tard si elle voulait en parler. Elle a répondu, qu'y a-t-il à dire? Après cela, elle a commencé à écarter des gens de sa vie comme on coupe des branches mortes. Quiconque avait douté de Léo, quiconque faisait des commentaires désobligeants à mon sujet, quiconque la traitait comme si elle était pathétique d'être restée avec Julien aussi longtemps, disparu. J'ai commencé à remarquer comment de petites choses changeaient aussi. Léo ne voulait plus monter seul à l'étage. Il a complètement cessé de parler de Julien. Même quand j'abordais le sujet doucement, il changeait de conversation. Il était toujours adorable, toujours lui-même, mais plus silencieux maintenant. Je savais ce que cela signifiait. J'ai dit à papa que je pensais emmener Léo voir un thérapeute. Il a dit que c'était une bonne idée. Puis il a marqué une pause, a enlevé ses lunettes et a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, j'ai pensé que ça pouvait être lui, a-t-il dit. Je ne comprenais pas au début. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, quand l'argent a commencé à disparaître, j'ai regardé Léo différemment. Je me déteste pour ça. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé cette vérité en suspens parce qu'elle faisait mal, mais elle comptait aussi. Et pour être honnête, je l'avais ressenti aussi. Dans la façon dont maman vérifiait 3 fois son sac à main quand Léo était là. Dans la façon dont Chloé le regardait quand quelque chose disparaissait. Aucun d'eux ne l'a dit, mais ils l'ont pensé. Ils pensaient que mon fils était un voleur.
Quelques nuits plus tard, Chloé a demandé si elle pouvait emmener Léo au parc, juste elle et lui. Elle n'a pas dit pourquoi. Quand ils sont revenus, elle lui a tendu un sac avec 3 pots de glace chocolat, menthe chocolat, et le parfum étrange à la mangue qu'il aimait, m'a dit qu'il les avait choisis. Quand Léo est allé à la cuisine, elle m'a regardé et a dit « Je suis désolée ». Et je l'ai cru. La vie n'est pas revenue à la normale après ça, mais elle a commencé à se remodeler. Des matins calmes, moins de disputes, même des dîners sans silence gênant. Nous étions encore brisés par endroits, mais on avait l'impression de recoller les morceaux lentement. Julien était toujours parti, et honnêtement, aucun de nous ne voulait qu'il revienne. En octobre, la maison semblait plus calme, le genre de calme qui suit une tempête. Instable mais paisible. Nous évitions toujours le sujet de Julien. Personne ne prononçait son nom. C'était comme si nous l'avions effacé de l'air. Chloé s'est installée dans la maternité célibataire comme si elle s'y était préparée depuis toujours. Elle était forte, plus vive qu'avant, mais plus douce avec Léo. Maman planait toujours quand Léo était là, comme si elle essayait de compenser chaque regard de travers qu'elle lui avait jamais lancé. Papa s'occupait en réparant des choses, les poignées de porte, les volets, le portail. Comme si garder ses mains occupées pouvait empêcher son esprit de ressasser tout ce qui avait mal tourné. Nous n'étions pas guéris, mais nous tenions bon. Puis papa a suggéré le dîner. Il a dit que nous avions besoin d'une soirée pour repartir à zéro, quelque chose qui ne soit pas une question de gestion de crise ou de silence passif-agressif, juste un repas de famille. Sans fantôme à table. Il a choisi un dimanche, comme ceux que nous avions l'habitude d'avoir, et a dit à maman de mettre les petits plats dans les grands. Et elle l'a fait, poulet rôti, pommes de terre au four farci, le pain que Léo aimait. Elle a même sorti la bouteille de vin poussiéreuse qu'elle gardait depuis 2009. Léo l'a aidé à mettre la table. Chloé a habillé le bébé d'une grenouillère avec de petites étoiles dorées. Papa portait sa vieille montre. C'était surréaliste. Nous avons ri plus que je ne l'aurais cru. Chloé et moi avons plaisanté sur de vieilles vacances en famille. Léo a dit quelque chose de stupide sur le fait que le front du bébé ressemblait à celui de Julien, et nous nous sommes tous figés, puis avons éclaté de rire. C'était le genre de blague qu'on ne fait que lorsque quelque chose de terrible a finalement cessé de faire mal. Puis papa s'est levé et a sorti une petite boîte en bois. Il l'a posée devant moi et a dit, il était temps. À l'intérieur, il y avait un chèque de 10 000 €. Je l'ai juste regardé, stupéfaite. Il a dit que ce n'était pas un remboursement, c'était une reconnaissance qu'ils avaient manqué à Léo en doutant de lui, et que c'était une façon de montrer qu'ils le voyaient, qu'ils l'assumaient. Chloé avait l'air d'avoir la nausée. Puis elle s'est levée avec son verre et a dit qu'elle avait quelque chose à avouer. J'ai dit à maman que je pensais que c'était Léo, a-t-elle dit. Des semaines avant que les 10 000 € ne disparaissent. Je n'avais rien vu. Je l'ai juste dit parce que c'était plus facile que de penser que ça pouvait être quelqu'un d'autre. Tout le monde s'est tu. Léo n'a même pas levé les yeux de son assiette quand il a dit « Je savais ». Cela a brisé l'ambiance pendant une seconde. Chloé s'est rassise et a dit qu'elle était désolée, qu'elle n'avait pas seulement laissé Julien nous voler, elle l'avait aussi laissé voler notre confiance. Elle m'a regardé, puis papa, et a dit qu'elle avait eu trop peur d'affronter la vérité à l'époque, et que cette peur lui avait tout coûté. J'allais répondre quand maman s'est levée et a jeté un coup d'œil par la fenêtre vers la rue. Elle s'est arrêtée net. Il y a quelqu'un dehors, a-t-elle dit. Nous nous sommes tous tournés. Papa est allé à la porte et l'a ouverte. Et là, juste sous la lumière du porche comme s'il n'était jamais parti, se tenait Julien. Mais il n'était plus le même. Il ressemblait à un homme qui avait vécu dans sa voiture. Son visage était creusé, sa peau cireuse, ses vêtements froissés et amples. Il avait un sac de sport noir suspendu à une épaule, une basket abîmée avec un trou au bout. Il n'a pas parlé, n'a pas fait de signe, il a juste fixé la maison comme s'il essayait de décider si elle était encore réelle. Chloé s'est figée. Léo s'est mis derrière moi. Julien n'a pas essayé de s'approcher. Il a sorti quelque chose de la poche de son manteau, a marché jusqu'à mi-chemin de l'allée et l'a laissé tomber sur le paillasson. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Pas de mots, pas d'explication. Papa a attendu qu'il soit parti, puis a ramassé l'enveloppe. À l'intérieur, c'était un désordre, des jetons de casino, des reçus de prêteurs sur gage, des reçus de retrait, des reconnaissances de dettes écrites sur des serviettes de bar, et une carte clé d'hôtel. Mais il y avait une chose qui nous a tous glacés.
Le reçu du prêteur sur gage était pour l'alliance de Chloé, celle qu'elle avait cachée au fond de son placard après la séparation. Celle dont elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle manquait. Il devait être revenu à la maison à un moment donné pendant notre absence. Chloé est devenue blanche. Aucun de nous n'a dormi cette nuit-là. Personne n'a dit un mot le lendemain matin. Ni pendant le petit déjeuner. Ni pendant que papa lisait le journal qu'il ne lisait pas vraiment. Ni pendant que Chloé préparait le sac à langer du bébé pour une promenade qu'elle n'a finalement pas faite. Même Léo semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Il restait près de moi, observant tout le monde comme s'il attendait que quelque chose explose. L'enveloppe que Julien avait laissée sur le porche était toujours sur le comptoir, non ouverte. Ce n'est qu'après le déjeuner que papa l'a finalement prise, l'a ouverte et a commencé à étaler son contenu sur la table de la salle à manger. Au début, ça ressemblait à des détritus, des reçus pliés, une carte clé, une serviette froissée. Mais ce n'en était pas. C'était la feuille de route de sa chute. Des reçus de casino d'au moins 4 états différents. Des centaines, parfois des milliers d'euros dépensés en quelques heures. Un reçu de prêteur sur gage pour la Rolex de quelqu'un d'autre. 2 reçus de virements bancaires à des noms qu'aucun de nous ne reconnaissait, l'un pour 4 000 € envoyés il y a à peine 10 jours. Et près du bas de la pile, le reçu pour l'alliance de Chloé. Celui-là nous a frappé comme un coup de marteau. Elle est restée là à le fixer, silencieuse. Elle ne portait plus la bague depuis la séparation, mais l'avait gardée cachée au fond de son placard, dans une boîte sous une pile de couverture de bébé. Elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle manquait. Il était revenu dans la maison. Nous ne savions ni quand ni comment, mais il avait été à l'intérieur. Cela a tout changé. Papa a fait changer les serrures le soir même. Pas seulement de nouvelles clés, mais de nouvelles ferrures, des peines dormants, des caméras de sécurité ajoutées à l'avant et à l'arrière. J'ai surveillé Léo pendant que le serrurier perçait le cadre de la porte. Chloé est restée dans sa chambre, nourrissant le bébé, le téléphone en mode silencieux. Puis, cette nuit-là, papa nous a appelés, juste Chloé et moi, dans le petit salon. Il a fermé la porte et a sorti un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, quelque chose que son avocat avait préparé. C'était essentiellement une déclaration officielle stipulant que Julien devait être retiré de tous les liens familiaux. L'entreprise, le testament, l'assurance, tous les actifs financiers, les droits d'accès ou les désignations d'urgence, disparus. Papa a tendu un stylo à Chloé et a dit « c'est permanent ». Elle n'a pas hésité. Elle a signé sans le lire. Puis elle a regardé papa et a dit « assure-toi qu'il ne s'approche jamais de notre fils ». Il a hoché la tête une fois. Le reste d'entre nous a suivi. Même maman, qui avait traîné les pieds émotionnellement pendant tout ce temps, est finalement sortie de sa torpeur. Elle est entrée dans le petit salon sans y être invitée et a dit à papa qu'elle voulait que son compte soit sécurisé aussi. Tout. Elle ne voulait pas découvrir dans 5 ans que Julien avait utilisé son numéro de sécurité sociale pour ouvrir une ligne de crédit en Auvergne. C'était la première fois que je voyais maman en colère. Pas triste, pas secouée. En colère. Cette nuit-là, Chloé est venue dans ma chambre après que Léo se soit couché. Elle s'est assise par terre à côté du panier à linge, me regardant plier ses chemises. Elle a dit « Je pense qu'il va mourir bientôt ». Elle l'a dit comme une affirmation, pas une crainte. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Elle a continué, non pas parce que je le veux, mais parce que je pense qu'il le veut. C'était le genre de choses qu'on ne dit pas à voix haute à moins de savoir déjà que c'est vrai. 2 mois ont passé. Aucun signe de Julien. Pas de texto, pas d'apparition, plus d'enveloppe. Noël est venu et reparti. Nous avons essayé de le rendre normal. Lumière, sapin, cadeau. Léo a reçu un carnet de croquis de papa, et Chloé l'a surpris avec un ensemble de feutres qui n'était pas bon marché. C'était probablement le premier vrai sourire que je voyais sur son visage depuis des semaines. Puis, 2 jours après le Nouvel An, l'appel est arrivé. C'était un numéro des Alpes-Maritimes. Papa a répondu. C'était un officier de police de Nice. Ils avaient trouvé Julien dans un motel. Overdose, seul. Pas de pièce d'identité, pas de portefeuille, juste un téléphone cassé avec un message non envoyé ouvert à l'écran, je pensais que je pouvais arranger ça. Chloé n'a pas pleuré. Elle s'est juste assise sur le canapé avec le bébé et a fixé le sol. Nous l'avons enterré une semaine plus tard lors d'une cérémonie discrète.
Juste nous. Pas de photos, pas de discours, pas de musique. Le genre d'adieu qui survient quand quelqu'un a brûlé tous les ponts avant de partir. Nous avons enterré Julien un jeudi. Le ciel était d'un gris terne. Il n'y avait pas de musique, pas de diaporama, pas de foule d'endeuillés. Juste nous 5, debout dans nos manteaux, respirant dans le froid. Un cercueil fermé, une pierre tombale de travers, et une courte lecture par un prêtre qui ne l'avait clairement jamais rencontré. Même la terre semblait hésiter à tomber. Chloé a tenu le bébé tout le temps, calme et sans expression. Pas engourdi, juste fini. C'était comme si le deuil avait eu lieu il y a longtemps, et que ceci n'était que la paperasse. Il n'y a pas eu de réception. Personne n'a demandé de fleurs. Personne n'a rien posté en ligne. Nous sommes remontés dans nos voitures et sommes rentrés chez nous sans dire un mot. Mais le silence ne signifiait pas la paix. Pas vraiment. La maison est restée silencieuse pendant des jours. Pas de musique de fond, pas de télévision. Même Léo parlait plus doucement, comme si le volume de la maison avait baissé et qu'aucun de nous ne voulait le déranger. Puis une nuit, je me suis réveillé au son de quelque chose qui se brisait. J'ai trouvé Chloé dans le garage, tenant un cadre brisé dans une main, un sac poubelle dans l'autre. De vieilles photos de mariage, des cartes d'anniversaire de Julien, sa veste de costume. Elle jetait tout, morceau par morceau. Elle m'a regardé une seconde, puis a continué. Je ne l'ai pas arrêtée. Après cela, les choses ont commencé à changer. Elle n'allait pas soudainement bien, le deuil ne fonctionne pas comme ça. Mais elle bougeait à nouveau, se levant, préparant le petit déjeuner, rappelant les gens. Elle a même emmené le bébé à un groupe de mamans à la bibliothèque. Elle est rentrée avec un dessin qu'il avait gribouillé sur du papier de construction et l'a scotché sur le réfrigérateur comme si c'était un chef-d'œuvre. Papa a recommencé à travailler dans le garage, à réparer sa vieille moto. Maman cuisinait plus que d'habitude. Léo a demandé si nous pouvions arrêter d'utiliser la chambre d'amis et l'appeler simplement sa chambre. J'ai pris toutes ces choses comme de petites victoires. Puis, quelques semaines plus tard, Chloé m'a demandé si je pouvais venir avec elle visiter un appartement. Un 3 pièces à l'étage, sans ascenseur. Elle n'a pas souri en le visitant, mais elle n'avait pas l'air effrayée non plus. Je pense que je veux celui-ci, a-t-elle dit, en regardant par la petite fenêtre de la cuisine. Elle a signé le bail cet après-midi-là. Ce soir-là, autour de pizza et d'assiettes en carton, nous avons eu notre premier vrai dîner de famille depuis la mort de Julien. Pas de tension, pas de culpabilité, juste des rires discrets. Léo mâchant la bouche ouverte, le bébé jetant de la croûte sur le sol. C'était presque normal. Et juste au moment où je pensais que nous en avions fini, que l'histoire était enfin terminée, une lettre est arrivée, sans adresse de retour, postée de Monaco. L'écriture était indubitable. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier ligné plié. Pas d'enveloppe à l'intérieur de l'enveloppe, juste le papier lui-même. Il disait, « Si ceci vous parvient, je suis probablement parti. Je ne veux rien. Je ne mérite rien, mais j'ai besoin que quelqu'un sache. J'ai essayé. Je ne savais pas comment demander de l'aide. Je n'arrêtais pas de penser que je pouvais redresser la situation avant que vous ne le découvriez tous. J'aimais le bébé. Je suis désolé pour tout. Vous ne me devez pas le pardon. J'avais juste besoin que quelqu'un sache que je n'essayais pas de vous faire du mal. Je ne savais tout simplement pas comment m'arrêter. Il n'y avait pas de nom signé en bas. Juste une tache d'encre, comme s'il avait peut-être hésité, puis avait décidé de ne pas le faire. Chloé l'a lu 3 fois. Elle n'a pas pleuré. Elle ne l'a pas déchiré. Elle l'a plié soigneusement et l'a glissé dans son sac à main. Plus tard, pendant que nous faisions la vaisselle, elle a dit doucement, « Je le dirai au bébé un jour. » Pas tout, mais qui était son père avant tout ça? J'ai hoché la tête. Elle a jeté un coup d'œil à Léo et a dit, « Il aime toujours cette glace à la mangue. » Toujours, ai-je répondu. Il a souri pour la première fois depuis ce qui semblait être des mois. Il n'y a pas eu de fin dramatique, pas de conclusion parfaite, juste la vie qui continuait. Un peu plus silencieuse, un peu plus prudente, mais allant de l'avant. Julien n'est jamais revenu dans nos vies, mais les dégâts qu'il a laissés derrière lui nous ont tous appris quelque chose que nous n'avions pas vu venir. Parfois, les pires choses sont ce qui fait finalement remonter la vérité à la surface. Et à partir de là, si vous avez de la chance, vous pouvez reconstruire. La dernière mise à jour.
Le printemps est arrivé tranquillement, comme s'il ne voulait pas en faire toute une histoire. Les arbres devant la maison de mes parents ont recommencé à fleurir, et j'ai réalisé depuis combien de temps aucun de nous n'avait regardé par les fenêtres sans s'attendre à ce que quelque chose de mal se produise. L'appartement de Chloé est devenu une seconde maison plus vite que je ne l'aurais cru. Il était petit, à peine assez de place pour elle et le bébé, mais elle l'a rendu chaleureux, douillet, sûr. Elle a trouvé un fauteuil dans une friperie, a peint le berceau elle-même, et a même commencé à avoir des plantes grasses sur le rebord de la fenêtre. Elle leur a donné les noms de vieux dessins animés que nous regardions quand nous étions enfants. Un samedi d'avril, elle nous a invités. Pas d'anniversaire, pas de jour férié, juste des pizzas, du vin bon marché et trop de jouets de bébé sous les pieds. Léo a dessiné un vaisseau spatial sur son calendrier mural, et elle n'a même pas bronché. Ce soir-là, quand nous sommes partis, elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte en tenant le bébé et a fait signe jusqu'à ce que notre voiture disparaisse. Quelques semaines plus tard, la bonne nouvelle est arrivée. Chloé a reçu une offre d'emploi. C'était un travail administratif à temps partiel dans une clinique pédiatrique locale. Horaires flexibles, avantages sociaux, possibilités d'évolution. Elle m'a appelé à la seconde où elle a reçu le courriel. J'ai répondu à sa voix myrieuse, mi-pleureuse, à bout de souffle comme si elle venait de courir une course. Ils m'ont choisi, a-t-elle dit. Ils m'ont vraiment choisi. Elle n'avait pas travaillé depuis avant la naissance du bébé, pas depuis que Julien l'avait convaincue qu'elle devait rester à la maison et se concentrer sur son rôle de mère. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais je pouvais entendre ce que ce travail signifiait pour elle. Ce n'était pas seulement un travail, c'était la preuve qu'elle pouvait à nouveau se débrouiller seule. Nous avons célébré cela ce week-end avec des plats à emporter et des cupcakes. Maman a apporté du vin, papa a apporté un toast étrangement sérieux, et Léo a fait une pancarte, félicitations pour le travail, avec du papier de construction et du ruban adhésif. Pour la première fois depuis longtemps, nous ne regardions pas en arrière. Ce soir-là, après que la vaisselle fut faite et que le bébé se fut enfin endormi, Chloé s'est assise à côté de moi sur le canapé et a dit « Je n'ai plus peur ». Je l'ai cru. Les choses n'étaient toujours pas parfaites, mais la perfection n'était plus l'objectif. Maintenant, nous voulions juste de bonnes journées, et cette nuit-là en était une. Peut-être l'une des meilleures.